Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé du Salon. Nous sommes au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. On se retrouve tous les jours jusqu'à lundi. Vous êtes dans le Social Club. C'est l'émission où on installe la littérature jeunesse en plein cœur de la société. Et comme tous les jours, je suis avec Sylvie Vassalo, la directrice du Salon. Sylvie, vous êtes prête pour le week-end ? Oui, très prête. Les enfants qui sont venus dans le cadre scolaire ont chauffé les murs, tout va bien. Notre thème aujourd'hui, c'est rose, chou et autres genres. Pourquoi c'est important, Sylvie, qu'on parle que la littérature jeunesse s'empare des questions de genre et d'identité ? Les questions de genre et d'identité sont importantes bien au-delà de la littérature de jeunesse. De quel genre sommes-nous? Comment on se construit? Comment on se pense? Comment on se représente en dehors des stéréotypes? Ce sont vraiment des sujets d'actualité. C'est plus important encore pour les enfants et pour les jeunes parce que quand on est enfant et jeune, on grandit, les corps changent, l'identité est mouvante, la question des normes est très présente. C'est donc un sujet qui est vraiment délicat, qui peut être aussi un sujet douloureux parce qu'on se construit sous le regard des autres, de ses pairs. On se construit aussi en lien avec des attentes sociales ou parentales qui sont extrêmement fortes. Et le fait que la littérature de jeunesse s'empare de cette question, c'est vraiment important. Quand on se promène dans les allées, on voit d'ailleurs à quel point cette littérature de jeunesse s'intéresse à ce sujet. Et surtout, quand on est enfant et adolescent, c'est pas toujours facile de s'assumer en public, d'assumer ce qu'on est. Comme tous les jours, tu as choisi un chiffre pour en parler à nos téléspectateurs. Oui, j'ai choisi un chiffre qui m'a fortement marqué. 70% des personnes qui sont LGBT ou transgenres disent qu'elles l'ont caché, dissimulé et que ça a été douloureux dans leur scolarité. Donc la scolarité, c'est l'enfance et c'est l'adolescence. Et c'est le moment où la littérature de jeunesse peut être d'un grand secours. D'une part parce qu'elle permet de comprendre, elle apporte des connaissances sur ce sujet. Elle offre aussi des récits. Alors c'est depuis longtemps le cas dans la littérature ado et je trouve que dans les albums, ça devient de plus en plus vrai. Elle offre aussi des récits dans lesquels se projeter, dans lesquels expérimenter, et pas seulement pour une personne qui cherche son genre, mais aussi pour comprendre le genre de l'autre. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de décisif et je sais que vous allez avoir la chance d'en parler longuement à la suite. Et vous le disiez, on est en plein dans l'actualité avec ce sujet. Parfois, ces thématiques de genre suscitent des débats entre les générations, mais les jeunes auteurs s'en emparent plus chaque jour. Tu as choisi de nous lire un passage de Qu'est-ce qui fait mon genre d'Aïda Ndiaye et Léa Muraviec chez Gallimard Jeunesse, un livre récent. Oui, c'est un livre très récent qui est un livre de la collection Philophile. Et je l'ai choisi d'une part parce que c'est un documentaire et qu'il y en a beaucoup de très pertinents sur le sujet, mais d'autre part parce que l'auteur, Aïda Ndiaye, mène actuellement un parcours culture et art au collège, c'est-à-dire qu'elle va être présente 40 heures avec des collégiens de la Seine-Saint-Denis. C'est un parcours que nous menons ensemble, donc voilà, c'est une façon aussi d'en parler. Et tu vas nous lire un extrait, c'est ça ? Un court extrait. C'est très rarement l'observation de nos organes génitaux ou même de notre état civil qui permet de dire qu'on est un homme ou une femme, mais un ensemble de signes et de comportements reconnus comme féminins ou masculins, vêtements, voix, coiffure, etc. Il est donc tout à fait possible pour un individu de sexe masculin d'être identifié dans l'espace social comme étant de genre féminin ou inversement. Voilà, cette question de genre et de sexe est une question difficile à saisir, ça me semblait important. On y reviendra sur ces définitions avec nos invités. Sylvie, je te dis à demain pour parler de la lecture en famille. Et nous, on se retrouve tout de suite avec nos invités du jour. À demain. À demain. Je suis désormais avec nos invités du jour pour parler de la question du genre. Bonjour à toutes les trois. Chacune, dans votre domaine, vous avez envie de faire bouger les lignes en ce qui concerne les inégalités de genre et les discriminations. Je suis avec Cécile Deniard, qui est présidente de la SOFIA, partenaire du Salon, et traductrice littéraire. On reviendra sur la SOFIA, mais pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas cet organisme, il est agréé par le ministère de la Culture pour collecter l'argent des droits de prêt des livres dans les bibliothèques, par exemple. Et cet argent, il est redistribué aux auteurs, aux éditeurs, et il est aussi utilisé
pour des actions culturelles. On parle à des adultes aujourd'hui, mais on parle aussi à des enfants qui sont devant leur télé. Alors Cécile, je vais vous demander quelles questions vous vous posiez, vous, quand vous étiez petite, sur les questions de genre? Je dois dire que je ne m'en posais pas beaucoup, mais la société ne s'en posait pas beaucoup. Quand j'étais petite, donc c'est dans les années 70-80, effectivement, c'était pas du tout des questions qui étaient abordées au quotidien comme elles le sont aujourd'hui. Les rôles étaient considérés comme étant assez définis à l'avance. Y compris dans les livres. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle maintenant des livres. Je crois que vous en avez apporté un pour nous montrer. J'en ai apporté un, voilà, parce que quand vous m'avez posé cette question, j'ai repensé au livre dans lequel j'ai appris à lire. Alors, je ne sais plus si je le montre, hein, c'est la méthode Baucher, et qui est typiquement un livre plein de stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes, ce qu'il a été écrit au début du XXe siècle, 1903 ou 1906, je ne sais plus. Il a 120 ans déjà. Il a 120 ans, et alors donc dans ce livre-là, dans les images et dans les textes, eh bien, les mamans s'occupent des enfants, elles cousent, elles tricotent, elles font à manger, elles font beaucoup à manger à toutes les pages, et les papas bricolent, bâtissent et jouent. Ils jouent beaucoup aussi. Voilà, et c'était ça, et c'était pas du tout questionné à l'époque cette répartition des rôles. Et bon, et j'ai même retrouvé une phrase alors qui est encore plus problématique, c'est qu'à dans les toutes premières pages, on lit à la page d'été, Toto a été têtu, papa a tapé Toto. Alors voilà, il y a vraiment des phrases qui sont, outre la question du genre, aujourd'hui seraient remises en question. Cela dit, cette méthode, des millions de Français ont appris à lire dedans, et donc elle est toujours éditée, elle a toujours du succès en fait. Mais voilà, moi j'ai pas de souvenir beaucoup de questions sur ces questions, de m'être posé des questions sur la répartition, par exemple, entre les hommes et les femmes. On verra tout à l'heure que ça a bien changé et que maintenant on a des supports bien plus variés. Je suis aussi avec Karine Roland. Karine, vous êtes adjointe en charge de la culture à la mairie de Paris, également partenaire du salon. Vous, Karine, est-ce que vous vous posiez des questions sur le genre, sur la place, les rôles des filles et des garçons quand vous étiez enfant ? Oui, je m'en posais, je rejoins ce que vous disiez, ça n'était peut-être pas forcément très partagé. C'était quelque chose qui m'irritait assez fortement parce que notamment j'ai un souvenir de l'école maternelle, donc la première école, parfois le premier lieu de sociabilisation quotidien, en tout cas régulier, où les filles ne jouaient pas avec les garçons. Les filles n'avaient pas les mêmes jeux que les garçons. Et alors c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Rien n'était interdit, mais de fait, nous ne jouions pas ensemble. Ce que je m'appliquais à transgresser à ma manière, mais une fois par semaine. À l'époque, on avait école le samedi matin, c'était aussi dans les années 70-80. Et donc, je me souviens très bien que le samedi matin, je décidais que je jouerais avec les garçons et que pour ce faire, je m'habillerais en survêtement. On vient de très très loin. Quand on voit aujourd'hui la diversité des styles vestimentaires, le partage absolu, je dirais, à l'époque, c'était absolument pas le cas. Donc, je ne saurais vous dire si je m'en exprimais autrement, si je verbalisais, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose que je ressentais assez fortement et de manière tout à fait incompréhensible et parfois injuste. Oui, c'était déjà un petit peu énervant quand vous étiez enfant. Et je suis aussi avec Laurence Faron, qui est directrice des éditions Talons Hauts, dont la ligne éditoriale est de bousculer les idées reçues sur le sexe, le genre. Laurence, à quand remonte cette curiosité ? Est-ce que ça vient aussi de votre enfance ? Alors, Talents Hauts. Talons hauts. Talents hauts. Tout est là. C'est ça. Ça revient, oui, ça revient toujours. On revient toujours à l'enfance. Hein. Moi, quand j'étais enfant, je pense que je n'avais pas de conscience politique. En revanche, j'avais bien conscience que j'étais une fille et effectivement que tout n'était pas permis aux filles comme aux garçons. Donc ça, il est clair qu'un embryon de colère était déjà là. Je me souviens aussi de la réponse que je lui donnais qui était d'être une très bonne élève.
parce que j'avais conscience que l'éducation était ce qui me permettrait d'avoir une chance de m'exprimer au moins dans le domaine professionnel. Et donc, s'il y a quelque chose que j'ai envie encore de faire passer aujourd'hui, c'est ça, c'est que qu'on soit fille ou garçon, l'éducation est le socle de beaucoup de choses. Ça résout pas tout, mais c'est très important. Après... être une bonne élève, ça suffit pas, et c'est vrai que c'est plutôt à l'adolescence que j'ai pris conscience des inégalités entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, et que je me suis véritablement insurgée à ma façon à l'époque en lisant les premières féministes, Simone de Beauvoir évidemment. À mon époque, on n'avait pas une telle variété de lectures populaires comme on en a aujourd'hui, mais la lecture m'a aidé à formaliser cette colère donc, que j'évoquais, et puis ensuite dans ma vie professionnelle, bien sûr, à essayer de trouver des façons de la mettre en œuvre et d'en faire quelque chose de constructif. Ce qui ressort de ce que vous racontez toutes les trois, c'est qu'avant, on n'avait pas nécessairement tous les mots, tous les concepts pour parler de ces questions. Aujourd'hui, ça change. On retrouve ces mots-là dans la littérature jeunesse, on les entend dans l'espace public. Et pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur ces définitions pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Laurence, comment vous expliqueriez ce qu'est l'identité de genre et pourquoi c'est différent du sexe biologique ? Ça a été un petit peu abordé par Sylvie tout à l'heure. On peut, quand on est enfant, adolescent, mais même très jeune enfant, se sentir différent de ce que la société nous projette. On est un garçon, on est une fille à l'école, on a rarement le choix d'être autre chose, alors qu'il y a beaucoup de gens, même je pourrais presque dire tout le monde, qui avant l'adolescence n'a pas encore tout à fait la certitude de sa place dans la société, dans le groupe, à l'école. Et cette différence ou cette incertitude doit être respectée comme faisant partie de l'identité d'une personne. Après, à l'adolescence, ça prend des formes différentes et notamment ça se traduit dans une sexualité qui peut être là aussi différente d'une norme. Mais il faut bien distinguer ce qui est le genre, donc comment on se sent dans une société par rapport aux deux normes principales qui sont les hommes et les femmes, et comment on agira ensuite dans sa vie d'adulte sur le plan amoureux et sexuel, et c'est tout à fait autre chose. Donc le genre, comme l'a dit tout à l'heure Sylvie très justement, c'est une construction sociale, c'est une façon d'être dans une société, c'est autre chose que la biologie, c'est autre chose que l'orientation sexuelle. Donc c'est trois notions très différentes qu'on a parfois tendance à confondre et qu'on se confond parfois quand on est dans la vie sociale et politique volontairement pour brouiller les pistes. Oui. À l'heure actuelle, vous qui connaissez le paysage littéraire en France, est-ce que les livres sont encore genrés ? Je grossis un peu le trait, mais est-ce qu'on trouve des rayons de livres bleus pour les garçons ou des rayons roses pour les filles ? Cécile, on en est où aujourd'hui en France ? Alors, je ne suis pas forcément la mieux placée pour répondre à cette question-là en particulier, parce que, en fait, je suis traductrice littéraire. Donc, j'observe plus ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe en particulier aux États-Unis, parce que je traduis de la littérature américaine et que les Américains ont été plutôt en avance sur nous pour poser ces questions-là. Donc en tant que traducteur, on se pose beaucoup de questions sur la façon de traiter les problèmes de traduction à proprement parler que nous pose ce qui nous arrive des États-Unis. Mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je préférerais passer la main parce que je préfère parler de ce que je connais et on a une spécialiste de la question. Une spécialiste de la question et du livre, effectivement, quand on regarde au salon de Montreuil, on ne voit pas tellement les rayons roses et bleus parce qu'il y a une grande diversité, il y a aussi une grande attention de ce qu'on publie de la part de la plupart des maisons d'édition, mais aller dans les rayons des supermarchés, par exemple, où se vendent beaucoup de livres. Et là, vous verrez que les rayons roses et les rayons bleus, et les rayons pour filles et les rayons pour garçons, ça existe toujours. J'ai rien contre en fait. L'important c'est d'avoir une diversité et c'est d'avoir d'autres modèles à offrir à nos enfants. Et là on est encore assez loin du compte en termes de masse, en termes économiques. C'est pour ça que je vous parlais de supermarché, parce qu'en fait il existe une grande diversité de publications, mais les chiffres du nombre de livres vendus et donc lus et mis à disposition des jeunes restent relativement même très stéréotypés et genrés.
Mais d'ailleurs, pardon, je rebondis. Tout à l'heure, vous disiez, quand j'étais petite, les garçons et les filles jouaient de manière séparée dans la cour. Mais je crois que c'est toujours le cas, en fait. Et c'est des faits qu'on observe, sans qu'il y ait nécessairement d'injonction ou d'interdiction. On observe quand même des phénomènes de regroupement. Et comme vous le disiez... oui, en tant que maman, je vois bien dans les rayons, il y a encore des codes roses, bleus, etc. Et ça répond à une certaine demande. Donc comment vous analysez? Ça répond à une certaine demande puisque ça se vend. Donc est-ce que c'est la demande des enfants ou est-ce que c'est la demande des parents? Ça, vous êtes peut-être mieux placé que moi pour le savoir. Mais comment vous analysez le fait qu'il y a toujours cette demande? Là, on parle de demande économique. Pardon, je réponds au tac au tac, mais il y a une demande par rapport à l'offre aussi. Donc, et y compris sur les jeux genrés dans les cours, nous agissons pour faire en sorte que certains jeux qui peuvent être très pratiqués par les garçons ne prennent pas tout l'espace dans une cour d'école. Pardon, on sort un peu du sujet, mais c'est extrêmement important, ne prennent pas tout l'espace, ou bien de faire en sorte que ces jeux-là ne soient pas uniquement pratiqués par les seuls garçons ou par les seules filles. Et sur la littérature, c'est la même chose. Bien sûr que si les rayons sont pleins de propositions très genrées, c'est ce que les gens vont acheter. La question qu'il faut se poser, à mon sens, c'est que leur propose-t-on? C'est ce que nous faisons, par exemple, à l'échelle d'une ville comme Paris, dans les bibliothèques. On pourrait considérer que, puisque tel et tel type d'ouvrages sont lus depuis toujours, on s'en contente, ils continueront d'être lus. Autre chose est de se dire, et si on ouvrait les propositions et si on se posait d'autres questions. Ce qui n'est pas mon rôle, c'est le rôle des bibliothécaires, qui ont un rôle de médiation aussi. J'imagine qu'il y a un accompagnement pour donner l'accès à ces contenus qui sont dans les bibliothèques, mais il y a aussi besoin de les montrer, de les expliquer. Et ça se passe dans les bibliothèques de la ville de Paris. Ça se passe dans les bibliothèques, ça se passe avec le Salon du Livre qui intervient avec le concours des bibliothécaires, parfois dans les écoles, dans d'autres événements. Oui, bien sûr, la médiation, parce que la médiation, on parle d'un rapport humain, tout simplement. Donc c'est quelque chose en plus, un élément en plus pour mettre en main, pour expliquer ce qu'on va proposer, ce dont on parle. Oui, donc les bibliothécaires continuent d'avoir un rôle essentiel, et c'est elles et eux qui décident de ce qu'il y aura dans les régionales, ce ne sont pas les élus. Cécile, vous aussi, avec la SOFIA, vous accompagnez des actions qui se donnent pour but d'aller contre les discriminations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est votre rôle à la SOFIA et comment vous agissez dans ce domaine du genre et de la discrimination? Voilà, alors donc la SOFIA, comme vous disiez, c'est une société de gestion collective. On gère le droit de prêt en bibliothèque, on gère aussi des sommes qui viennent de la copie privée numérique, qui nous permettent d'aider aujourd'hui 350 festivals, manifestations autour du livre en France. Dans ce rôle-là, en fait, on n'a pas un rôle vraiment de promoteur de ce qui se fait, plutôt d'observateur. C'est-à-dire qu'on voit effectivement les dossiers nous arrivent et on a vu au fil du temps une petite inflexion. Une forte inflexion dans certains programmes jeunesse. Donc il y a des actions qui se créent, souvent qui mettent l'accent sur les femmes, en fait, puisqu'il y a un rééquilibrage à faire. Donc cette année, par exemple, il y a un Pop Women Festival qui se crée à Reims. Il y a l'association Le Paris des femmes qu'on soutient depuis longtemps. Il y a eu un festival des écrivaines à La Rochelle, etc. Donc ça, on en a un certain nombre. Et puis dans le détail, on voit les manifestations jeunesse mettre l'accent sur cette question des femmes, du genre, des identités sexuelles. Donc ça, voilà, c'est plus dans le détail des dossiers qu'on voit ces questions-là monter, ce qui est logique puisqu'elles montent au niveau éditorial. Donc après, elles sont relayées par les bibliothèques et les organisateurs de festivals. Donc nous, on n'a pas une politique spécialement d'impulsion de ces questions-là. On ne se donne pas de droit de regard sur les programmes
des manifestations d'une manière générale, mais en position d'observateur, on le voit monter. Et puis nous aussi, on fait partie de la société aussi. J'ai au sein du conseil d'administration des auteurs et des autrices qui sont très attentifs à cette question-là. Par exemple, j'ai Sima Gana qui est une autrice jeunesse et adulte. Enfin voilà, on a forcément un œil qui est en phase avec ce qui se passe dans la société. C'est un sujet qui monte socialement et aussi dans le monde des livres. On va retrouver nos invités tout de suite. Mais maintenant, je vous propose de regarder la chronique de Timothée de Fontbelle et de l'illustrateur Benjamin Chaud. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat. 101 façons de lire tout le temps. Le nénuphar voyage au fil de l'eau. La descente de lit. La prière. Le toboggan. La serpillière. La serpillière au porte-menton. La serpillière enroulée. La serpillière retournée. Le tas. La romantique n'a pas peur de l'eau. Attention, la liberté de ne pas lire doit toujours être respectée. Cependant, par sécurité, tout individu souhaitant continuer à ne jamais lire doit être soigneusement tenu à distance de son libraire, de son bibliothécaire et de ses amis, afin de ne pas risquer de plonger ou de replonger. On est de retour sur le plateau du Social Club pour continuer de parler des questions de genre et d'identité multiples. On l'a vu avec toutes les variantes de la serpillière. Pour lire, chacun trouve son style. Et concernant le genre, comment on l'exprime, c'est aussi à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Laurence, je me tourne vers vous parce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est la question de la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire, la représentation, et pourquoi c'est important qu'on retrouve, notamment quand on est enfant, toutes ces différentes identités dans les livres apportés? Le livre, malgré tout ce qu'on dit du désastre des écrans depuis quelques années, le livre reste un outil d'acculturation et de socialisation, c'est-à-dire où on apprend une représentation du monde qui est très important. Les enfants et les adolescents et adolescentes le savent. Ils continuent à lire, contrairement à ce qu'on croit souvent, à ce qu'on lit souvent. Les dernières enquêtes le prouvent. Ils lisent pour l'école, mais ils lisent aussi pour leur plaisir. Ils lisent de tout. Ils lisent du manga, mais pas seulement. Et donc, il est évident dans ces conditions que le livre, surtout pour les tout petits, qui est à la fois, comme je le disais, un outil de culture et de socialisation, qui passe souvent par l'adulte et l'adulte de référence, le parent, l'enseignant ou l'enseignante, est très important et doit donc véhiculer quelque chose qui correspond à ce que les adultes ont envie de leur communiquer. Alors, bien évidemment, tous les adultes sont différents et ils n'ont pas forcément les mêmes positions et les mêmes envies, mais il faut au moins qu'il y ait une représentation diversifiée du monde et un choix culturel possible pour les enseignants, les enseignantes et les parents et les médiathécaires et tous ceux qui accompagnent les enfants dans la lecture. Et pourquoi ? Parce que les livres bleus et les livres roses qu'on décrivait un peu rapidement tout à l'heure, en fait, existent toujours et il faut donc que les familles diverses se retrouvent, que les milieux sociaux soient aussi représentés. On s'aperçoit effectivement, bon, j'ai apporté quelques exemples, mais si on regarde ce genre de représentation est très rare en fait dans la littérature jeunesse. Pourquoi ? Parce que les livres sont souvent écrits par des personnes d'origine d'origine européenne. Ce genre de représentation également, c'est-à-dire montrer des familles qui ne sont pas toutes blanches, socialement éduquées, privilégiées, hétérosexuelles, c'est important puisque la norme est justement à l'inverse. La norme qu'on a vue et qu'on voit toujours dans beaucoup de livres, à commencer par celui-ci, c'est deux parents, un papa et une maman, blancs, éduqués, bourgeois, aisés. Et donc, bien sûr, ça existe, mais il n'y a pas que ça dans la vie et tout le monde ici le sait. Je pense que l'enfant, comme l'adulte, mais surtout l'enfant, a besoin de se retrouver dans les livres qu'il lit pour être bien avec lui-même.
eux-mêmes, tout simplement, et avec la société. Oui, il y a quelque chose de réconfortant et vous avez aussi des livres de type plus documentaire, informatif sur les animaux femelles. Donc c'est aussi montrer ce qui existe dans le monde et pas simplement parler d'une norme. Il y a aussi toute une Alors ça, c'est pas vraiment un documentaire en fait. C'est plutôt c'est un animalier qui met en scène des femelles animales. Donc oui. L'idée, c'est de montrer que justement, sans qu'on s'en aperçoive, même un animalier, même un imagier est stéréotypé et genré et véhicule donc une représentation qui dit le mâle, le lion, c'est le neutre universel, c'est normal. Et la lionne, c'est anormal. Et quand on commence à moins de 3 ans avec cette idée-là, forcément, ça enclenche toutes sortes de mécanismes qui ne permettent pas la diversité des représentations dont on parlait. Ça permet de faire bouger la compréhension du monde, ça fait avancer les choses. Et un autre aspect sur lequel on peut agir, c'est aussi la question de la langue, des choix qu'on fait quand on parle, quand on écrit. Et je crois que toutes les trois, vous êtes confrontées à ça dans votre travail de tous les jours, dans la parole publique, dans la politique, dans les choix éditoriaux. Et vous, Cécile, dans la traduction. Est-ce que les choix de langage qu'on fait font bouger les mentalités, à votre avis, Karine ? J'espère. Autrement, il ne servirait à rien de faire des choix. Oui, bien sûr. Et le langage, qu'il soit oral, verbal ou gestuel, voire visuel, c'est un trait d'union. Donc, aujourd'hui, je ne prends jamais la parole sans commencer par dire bonjour à toutes et tous, ou à tous et toutes, ça peut arriver aussi. Je ne dis jamais parisien sans dire parisienne et parisien, je ne dis jamais habitant, je dis habitante et habitant. Mais parce que dans les personnes auxquelles je m'adresse, auxquelles nous nous adressons, je m'inclus dans un collectif, eh bien, il y a les uns, les unes, les autres, et que en s'adressant à toutes et tous, on s'adresse à chacune et à chacun. Donc, c'est une responsabilité que nous avons. Le fait que ça fasse évoluer les choses, oui, je l'espère, ça les fait revenir à une situation, en réalité on dit toujours que une situation qui a pu exister, on pourrait revenir au tréfonds de l'humanité et on se rendrait compte que peut-être l'inégalité est une construction. L'inégalité n'existe pas par essence. Donc les choix verbaux et politiques que nous faisons, politique pas au sens politicien, politique au sens de construction de la cité, de la société, ils passent aussi par là, ces choix. Par le langage. D'ailleurs, la masculinisation de la langue a été imposée par l'Académie française. À quelle époque elle a été imposée ? En 1635, donc ça remonte à loin. Et a effacé les noms féminins qui existaient, notamment les noms de métiers. Il y avait beaucoup de noms qu'on dit maintenant féminisés, mais ils ne sont pas féminisés en fait. Auteur, autrice, auteureux. Par exemple, mais il y en avait bien d'autres. Les femmes exerçaient, comme maintenant d'ailleurs au Moyen-Âge, beaucoup de métiers. Elles étaient effectivement autrices, mais aussi imprimeuses, libraires et maîtresses d'école. Et ça ne date pas du 21e siècle, cette soi-disant féminisation. On revient en fait à la racine de la langue française. Donc la langue se décrète aussi d'une certaine façon. Elle a été décrétée en 1635 par l'Académie française. Je ne dis pas qu'il faut décréter l'inverse aujourd'hui, mais en tout cas faire évoluer la langue avec la société, c'est très important, et notamment rendre visibles les femmes dans leur diversité et dans leur diversité professionnelle. C'est aussi autoriser les jeunes filles d'aujourd'hui à se projeter comme première ministre, par exemple. Et comme ça, directrice d'une maison d'édition, comme femme politique. Cette représentation, elle est importante. C'est extrêmement important cet aspect, je crois, parce que ça montre bien qu'il n'y a pas de distinction immémorielle et que on n'est pas dans l'artefact aujourd'hui quand on décide effectivement de s'adresser à toutes et tous, à nous. Et vous, dans la traduction aussi, dans la traduction, le langage est notre outil de travail quotidien.
Et tant du point de vue du contenu que de la matière lexicale et grammaticale, la question du genre est extrêmement présente dans notre travail. Puisque, alors, si je disais, moi je travaille sur de la littérature américaine, cette année, par exemple, j'ai traduit un ouvrage dont la narratrice est une femme transgenre. Et donc j'ai été amenée à me poser la question là, de faire des recherches et d'interroger des collègues très pointus sur ces questions-là pour les quelques passages où il y avait des enjeux linguistiques dans la manière de la faire parler, de son expérience, où il fallait que je retrouve ce que un individu comparable en France aurait utilisé comme langage, comme vocabulaire. Donc comme ces histoires-là, ces personnages-là se multiplient, bien voilà, on est obligé de s'y intéresser et puis et donc de voir comment notre langue française aujourd'hui évolue avec de nouveaux pronoms, de nouvelles façons de travailler le langage pour arriver vers des genres neutres, par exemple, les noms épicènes, etc. On est vraiment dans la technique linguistique, mais au service d'une vision du monde qui est en train d'évoluer. Et puis plus globalement, il y a aujourd'hui un courant de retraduction de classiques. Parce qu'évidemment, chaque époque traduit avec son propre prisme et qu'on s'aperçoit que des traductions qui ont quelques dizaines d'années, voire quelques siècles, avaient un prisme, on va dire rapidement, patriarcal, et qu'aujourd'hui, il est intéressant de réinterroger les classiques avec un œil nouveau. Il y a par exemple une traductrice qui s'appelle Noémie Grunenwald qui a publié récemment « Traduire en féministe » qui pose toutes ces questions-là. Donc on a traduit des textes de façon pas neutre et on se repose la question aujourd'hui, est-ce que c'est ce que les textes nous disaient vraiment? Est-ce que la traduction n'est jamais neutre. La traduction est toujours une recréation, une interprétation de notre époque par un individu dans une société donnée, dans un temps donné, donc avec la meilleure volonté du monde. On regarde et on traduit avec ce qu'on est et dans la société dans laquelle on est. C'est pour ça qu'il est nécessaire de réinterroger les traductions de loin en loin. Et la littérature jeunesse, bien sûr, elle permet de parler aux adultes de demain, de parler à la jeunesse qui s'empare de ces questions de plus en plus. Est-ce qu'elle permet aussi de parler aux adultes qui transmettent ces connaissances aux enfants? Est-ce que ça permet aussi de parler aux plus grands? Oui, bien sûr. Les livres pour enfants n'arrivent pas tout seuls dans les mains des enfants. Ils passent la plupart du temps par un adulte, ne serait-ce que pour l'acquérir. Et puis les adultes ont une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Donc je l'évoquais tout à l'heure, ce qu'on donne à lire à nos enfants n'est pas neutre. En tant que parents, on fait nos choix, mais en tant que femme ou homme politique également, on a un rôle à jouer. En tant qu'éditrice, évidemment aussi, dans ce qu'on publie. Donc on parle aussi, et toujours aux adultes quand on parle de littérature pour la jeunesse, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pense qu'aux adultes. Moi, quand je publie un livre, je pense avant toute chose à l'enfant qui va le lire ou à l'adolescent ou l'adolescente qui va l'avoir entre les mains. Il s'agit d'être à la fois compris, de ne pas manipuler, bien sûr, on a une responsabilité, mais aussi peut-être de proposer une vision du monde positive, constructive, qui va permettre de faire évoluer l'esprit critique, quelquefois de semer une petite graine de révolte, ou en tout cas de questionnement. Je pense que c'est important. On a publié récemment les fables de Marie de France, puisqu'on parlait de Moyen-Âge et de langue. Ce sont des fables que tout le monde connaît, puisque ce sont les mêmes que celles de Jean de La Fontaine, les mêmes qu'Ésope dans l'Antiquité grecque. En fait, ce sont des fables qui ont traversé les siècles et même les millénaires. Pour moi, ce qui était important, c'est, outre la qualité littéraire de ces textes que j'aime beaucoup, c'était de mettre une petite graine dans l'esprit des jeunes enfants et des adultes, et notamment les enseignants et les enseignantes, de dire, mais comment se fait-il que 500 ans avant La Fontaine, Marie de France avait
avait écrit ces fables de façon magnifique et personne ne le sait. Comment se fait-il qu'on a oublié Marie et qu'on se souvient de Jean? Moi, je trouve que pour des enfants comme pour des enseignants et des enseignantes, c'est très intéressant de se poser la question de la visibilité des femmes dans la littérature. Et il y a toutes sortes de façons de le faire, bien sûr. Hein. Beaucoup de maisons d'édition publient des femmes inspiring women. Hein. C'est très des à la femmes mode. inspirantes. C'est une façon de faire. Je préfère donner à lire Marie de France 1180 à des jeunes enfants et leur dire, voyez, les femmes ont toujours écrit et bien écrit. Oui, il y a la question de la représentation, mais cette visibilité en fait de femmes qui ont existé et qui ont été gommées de l'histoire de la littérature, de l'histoire tout court avec un grand H. Et est-ce que c'est aussi la responsabilité de la littérature jeunesse que d'en reparler, que de les refaire remonter, notamment historiquement? Il y a toute une partie, là c'est l'histoire littéraire, mais il y a aussi des figures de femmes qu'on fait remonter à la surface en ce moment. Bien sûr, on avait besoin de les retrouver, ça c'est clair. Après, il faut les retrouver pour les bonnes raisons. C'est-à-dire pas seulement parce qu'elles ont été victimes des hommes ou oubliées, cachées par leur conjoint. Ça, c'est forcément bien. Les représenter uniquement dans leur vie privée ou comme dans leur frasque amoureuse, c'est souvent le cas. Enfin, on aime beaucoup parler des femmes lorsqu'elles ont une vie amoureuse extraordinaire ou lorsqu'elles ont été battues par leur mari. En réalité, c'est leur œuvre qui nous intéresse et passant par là, bien sûr, montrer leur existence, évidemment, comme personne aussi. Je remercie nos invités pour leur éclairage sur les questions de genre, mais l'émission n'est pas encore tout à fait terminée. Une autrice qui n'en a pas grand-chose à faire de ce qu'on attend des filles, des femmes et aussi des femmes âgées, c'est Suzy Morgenstern. On gronde parfois les enfants quand ils demandent leur âge aux dames. Suzy, elle n'attend pas qu'on lui demande, elle le dit. Elle a eu 77 ans cette année et elle a fait un livre pour en parler. Aujourd'hui, elle nous donne un petit conseil pour être un petit peu plus heureuse tous les jours. Je vous laisse le découvrir et on se retrouve tout de suite après. Je m'appelle Suzy Morgenstern. Je vais vous donner un truc pour une vie époustouflante. Essaye quelque chose de nouveau. Il faut savoir oser. Ouvre-toi, sois aventureux. Découvre un nouveau plat, un nouveau livre, une nouvelle série, une nouvelle personne, ou l'origami, une chanson, un exercice de gymnastique, une technique, un tour de magie, un jeu de cartes, un instrument de musique. Le bonheur d'apprendre. Raconte ta rencontre avec cette nouveauté. Chaque nouveauté qui entre dans nos vies est une véritable renaissance. Oser, c'est mon verbe préféré. Oser, ça veut dire pousser les frontières de toi-même, pousser les murs de ton cerveau, pousser les portes. J'ai fait une petite liste des trucs que j'aimerais oser. Ose te connaître, ose croire que l'on peut s'améliorer, ose dire ce que tu as sur le cœur, ose agir selon tes principes, ose être différent, ose dire le bon, ose être enthousiaste, ose pleurer, ose vivre maintenant sans oublier hier et demain, ose lire, ose la joie de vivre. Ose vivre heureux, ose des pensées heureuses qui font voler, ose prendre la main de quelqu'un, ose donner un coup de main, ose être cucu la praline. J'ai osé écrire ce livre qui ne risque rien n'a rien. Qu'aimerais-tu oser?
On remercie Suzy pour se concentrer du courage. Et du courage, il nous en faut parfois pour parler de genre, pour s'accepter quand tout le monde ne nous accepte pas et pour se battre quand on veut faire bouger les mentalités. Donc merci aussi à nos 3 invités, Cécile, Laurence et Karine, d'avoir été avec nous. Pour vous à la maison, si la question du genre vous passionne, eh bien vous avez de la chance car la littérature jeunesse s'en empare un peu plus chaque jour et on vous a préparé quelques ouvrages pour poursuivre la lecture. On a Amour de Tess Alexandre et Camille Deschiens aux éditions des Éléphants. C'est un recueil de 13 récits de l'intime pour interroger le désir et la sensualité pour les adolescents. On a aussi une bande dessinée, Toutes les princesses meurent après minuit. Elle est écrite et dessinée par Quentin Zution aux éditions Le Lombard. C'est le portrait amoureux des membres d'une même famille, notamment Lulu, un petit garçon de 8 ans qui se cache dans la salle de bain pour mettre du rouge à lèvres. Et enfin, on a le roman Octave d'Arnaud Catherine chez Robert Laffont, un roman pour les adolescents. C'est la fin d'une trilogie sur la puissance du premier amour et le parcours de 3 jeunes adultes dans leur vie amoureuse. Vous trouverez tous les titres cités dans l'émission sur la page internet du salon slpjplus.fr et si vous voulez revoir notre émission, c'est également sur le site et sur le YouTube du salon. On se retrouve demain sur le même plateau pour le Social Club à 18h15 et le sujet du débat sera la lecture en famille. Je vous laisse maintenant avec Camille Bourlot pour le live à 19h15. Belle soirée et à demain.